Alors, pendant que ça cherche, je peux déjà commencer par un préambule. Alors, je vais être complètement hors sujet par rapport au titre de la présentation. En fait, au niveau de la CTI, on ne forme pas des formateurs du tout. Et en plus, j'ai eu un petit quiproquo sur le terme formation des formateurs, parce que c'est un terme qu'on a utilisé dans un projet par ailleurs où on devait faire des présentations sur la formation des formateurs, mais on ne parlait pas de la même chose. Donc j'étais un petit peu à côté de l'idée, donc ma présentation va bien être sur la formation, mais on ne va pas former des formateurs, on va former des auditeurs. Voilà. Donc ça va être l'idée de regarder la formation des membres et des experts de la CTI. Alors, juste pour préciser, une bonne partie de la présentation a été dérangée. Une bonne partie des planches ont été faites par ma collègue Monica Monaco de l'équipe permanente de la CTI, qui malheureusement n'a pas pu venir au dernier moment parce qu'elle était malade. Donc c'est moi qui fais... Enfin, je devais faire la présentation, mais voilà, je peux y aller. Donc, je vais vous parler des experts et des membres. Donc, comme je l'ai expliqué le premier jour, la CTI, les personnes qui participent à la CTI évoluent, changent régulièrement. Donc, les membres, les 32 membres sont sur des périodes de 4 ans, donc des mandats de 4 ans renouvelables une fois. Tout à l'heure, Carole vous a expliqué qu'elle a été membre de la CTI en 2011, donc elle a fait partie. Moi, ça fait 4 ans, normalement un peu moins de 4 ans, je ne pourrai plus être membre de la CTI, etc. Donc ça, les membres. Donc on va avoir des renouvellements tous les 2 ans. Et donc il y a un passage de flambeau, il y a une formation du savoir-faire qui doit se prolonger. Ça, c'est une première chose. D'autre part, on a, en plus des membres, bien sûr, quand on va faire des audits, on est accompagné d'experts, donc d'experts nationaux, d'experts internationaux et d'étudiants, d'experts étudiants. Dans chaque visite d'audit, on a au moins un expert international, un expert étudiant. Donc on va passer à chaque fois par une formation de tous ces membres. Alors tout membre est expert. Avant toute prise de responsabilité sur un audit va être formé. Et la formation, elle est unique, elle est identique complète pour tous. Alors quand je dis identique, ça ne veut pas dire qu'elle évolue pas, elle évolue au fil des années. Très souvent, d'ailleurs, un auditeur va faire au moins un audit comme observateur, c'est-à-dire qu'il va faire un audit en ne disant rien, mais en observant ce qui s'y passe. Alors, le contenu, c'est assez simple d'une formation. On va bien sûr présenter ce que c'est que la CTI, un peu comme je l'ai fait le premier jour, mais un peu plus en détail, parce qu'il y a quand même des aspects réglementaires sur la CTI, il y a une structure, etc. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ce que c'est. Qui est-ce qu'on va auditer? Quelles sont les écoles? On a pas mal de typologies d'écoles, même en France, on a plusieurs types d'écoles. Des écoles publiques, des écoles privées, des écoles à but non lucratif, etc. Des écoles internes aux universités, des écoles indépendantes. Voilà. Et puis bien sûr, on va à l'étranger, comme vous le savez. Et donc il y a tout un... Bon, bien sûr, c'est des choses, je les ai mis en noir parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je parlerai des référentiels, bien entendu. J'ai bien mis référentiel au pluriel, vous allez voir pourquoi. La démarche qualité, je l'ai laissé j'ai hésité entre noir et rouge, j'ai un transparent dessus, mais je ne vais peut-être pas en parler parce que ça risque d'être un peu trop long. Et puis les points dont je vais parler, expliquer qu'est-ce qu'on essaye d'imprimer à nos experts, c'est des règles de quel est leur rôle, quelle est leur déontologie, les règles de déontologie, la posture, comment se comporter dans un audit, comment se comporter dans le rapport de mission, etc. Et bien sûr, il y a la rédaction du rapport. Il y a marqué formation continue, tout simplement parce que on n'apprend pas juste en quelques séances. L'apprentissage, il est permanent et à travers les plénières de la CTI, les rencontres, etc. On va continuer à s'informer. J'ai mis aussi en rouge le système d'information. Bien entendu, il n'y a rien qui marche sans le système d'information qui est bien construit parce que les règles, les décisions de la CTI, tout ça, pour
pour la CTI et autres, le système d'information, c'est vraiment un élément clé. C'est d'ailleurs un point dur, quoi. C'est jamais au point, un système d'information, on n'est jamais content. Mais bon, voilà. Et maintenant, ça permet en plus du travail collaboratif, hein, depuis qu'on a... nous, on travaille sur Teams, c'est vraiment pour la rédaction des rapports, c'est vraiment un plus. Et puis, bien sûr, il y a l'accès aux documents communs. Voilà, je vais accélérer un peu après. Et juste pour dire, alors démarche qualité, là je ne parle pas de la qualité des écoles, je parle de la qualité des audits, bien sûr. On se considère, nous, comme effectivement l'audit est un processus au sein de la CTI, donc on met en place, on a mis en place une démarche qualité au sein de la CTI. Pour nous, c'est un élément extrêmement important. Donc on pilote un petit peu on va piloter toute la structuration des audits avec une démarche qualité, surtout d'amélioration continue. C'est vraiment le point clé, hein, c'est d'essayer toujours de voir où sont les défauts et comment les améliorer. Au niveau éthique et déontologie, donc je vais rentrer un petit peu plus dedans avec deux planches, donc déjà celle-ci. Éthique et déontologie, où sont les problèmes? Bon, il y a bien sûr le problème qu'on voit tout de suite, c'est le conflit d'intérêts. Bien entendu, les membres de la CTI ou les experts, ils ont un passé, ils ont participé, ils font partie d'écoles, ils ont eu leur diplôme dans une école ou ailleurs dans une université, donc effectivement, on va pas auditer l'école dont on est sorti. On ne va pas auditer l'école avec qui on a fait un projet de recherche un peu poussé ou des gens avec qui on a travaillé. Il y a un moment où il y a une limite. Alors la limite est difficile à passer parce que c'est vrai qu'on finit par connaître quasiment tout le monde dans le monde de l'enseignement. Mais voilà, on connaît plus ou moins et on met des limites. L'honnêteté intellectuelle, ça va de soi, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Hein, par contre, il y a des points qui sont plus subtils, par exemple la confidentialité. Les dossiers qu'on donne, les dossiers qu'on soumet, il y a toujours beaucoup d'informations et cette information, une fois qu'on la possède, on a l'impression qu'elle est connue. Or, elle était dans un dossier qui nous a été donné en propre et on doit le préserver. Donc, le dossier d'auto-évaluation, les preuves, tout ça, c'est confidentiel a priori. Voilà. Et tout ce qui est annexe, tout ça, c'est réservé strictement à l'audit. Bien sûr, on a des gestions, des problèmes de données personnelles. Alors d'abord parce que ça apparaît dans les dossiers, et quelquefois, les écoles nous mettent dans des dossiers des choses qu'elles ne devraient pas mettre. Par exemple, des rapports d'étudiants avec un nom, ou des salaires d'employés où on a laissé le nom de la personne, et bon, on va trouver, nous, le salaire de monsieur Untel qui a été diplômé dans telle école. Bon, bien sûr, l'école n'aurait pas dû, mais nous on l'a, et voilà. Donc des petites choses comme ça, hein, c'est vraiment important d'être bien fixé sur ce genre de choses. Et puis on a un point qui est l'engagement de la parole collective, hein, de l'équipe d'audit. Une équipe d'audit va dans son ensemble, et il y a une parole collective, c'est pas une série d'individus, hein, c'est vraiment un groupe qui doit se concentrer. Voilà, donc la posture, hein, après, quand on est dans un audit, dans le courant d'un audit, avant, pendant, après, hein, il y a toute une série de choses. Et un des points qu'on met vraiment en valeur, c'est le côté, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, on n'est pas là pour pénaliser, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, etc. On est là pour voir les bons points. Par exemple, on a tendance à rechercher plutôt les preuves de conformité et additionner les conformités plutôt qu'additionner les non-conformités. Bien sûr, s'il y a des non-conformités, il faut le souligner, mais on va chercher et on va aussi être dans cette démarche d'amélioration continue. Donc bien sûr, il ne faut pas de projection personnelle, ça c'est assez clair, hein, mais c'est une tendance assez naturelle, hein, de dire « Ah oui, nous on fait comme si, ou telle école qu'on a vue, on fait comme ça ». Non, on ne parle pas des écoles, interdit, hein, bien sûr. Et bon, bien sûr, après, il y a des choses évidentes, hein, on étudie le dossier, on dresse un bilan, on échange avec l'école autant que de besoin, et on fait son rapport dans des délais impartis. Donc voilà ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne dans notre première approche avec les nouveaux auditeurs de la CTI. Ok, on a une charte, hein, bien sûr. Donc comme je l'ai dit, hein, je reviens un petit peu sur nos principes. Hein. Être à l'écoute de la singularité, de la spécificité des écoles, l'intérêt du
la structuration en école d'ingénieurs, c'est qu'on peut avoir des originalités. Chaque école va fonctionner de façon un peu autonome et différente avec des modes de fonctionnement. On a vu depuis 2 jours là le fonctionnement de Centrale Marseille. Vous avez vu toute l'originalité du fonctionnement de Centrale Marseille. Toutes les écoles en France ne fonctionnent pas pareil, loin de là. D'accord? Donc on va avoir plein. Donc il faut cette autonomie des écoles et cette singularité est vraiment très très importante et à mettre en valeur. On reste conforme toujours aux positions de la CTI. Alors dans CTI, nous on va avoir le référentiel d'IREO, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais quand on fait des audits pour EURACE, c'est le référentiel des EAFSG qu'on utilise et pas REO, même s'il y a un peu de confusion à l'heure actuelle. Voilà, je continue à centrer sur le recueil d'informations, l'organisme audité, on respecte tout le monde et on a une parole collective, comme je dis. Elle est portée par le rapporteur principal, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui concentre l'information. Voilà, alors deux planches qui vont suivre, qui sont des planches un peu de base. Celle-là va aller, je vais aller rapidement, les documents demandés, ça je n'ai pas besoin de revenir dessus, je pense que tout le monde connaît, hein, le rapport d'auto-évaluation, c'est vraiment de l'auto-évaluation. Hein. Nous, on insiste pour que le rapport soit un rapport réflexif, encore une fois. L'école se pose la question de où est-ce qu'elle en est. Okay, c'est ça, c'est là où il y a une richesse. Par contre, il faut qu'elle réponde aux questions. Alors, le problème du rapport d'auto-évaluation, en général, c'est que c'est du déclaratif. On fait ci, on fait ça. Donc, il n'y a pas de preuve. Et on se laisse, quand on est auditeur, assez vite prendre par l'école a dit que, oui, mais en fait, elle l'a dit, mais comment elle l'a prouvé? Et trouver les preuves, c'est pas toujours facile, et les écoles n'ont pas toujours les preuves de façon facile. Donc, il y a bien sûr des preuves, des annexes qu'on doit éplucher, et puis on a souvent des données, hein, des datasheets qui permettent de faire ça. L'objectif du référentiel, donc les critères majeurs, alors je ne reviens pas sur le fait que bien sûr ça cadre, ça permet de poser les bonnes questions, c'est comparable. Moi j'ai un point c'est le dernier sur lequel j'insiste beaucoup. Pour moi un référentiel il doit être prescriptif et pas normatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on va donner on va voir pourquoi dans le transparent d'après, mais on doit donner un peu des règles, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur, qu'est-ce qu'on attend d'une école d'ingénieur, etc. Pourquoi pas de normatif? Parce qu'en fait, pour aboutir au même résultat, on peut avoir de l'innovation, on peut avoir des écoles qui font différemment. Et c'est pas parce qu'on a dit il faut 30% d'encadrement, etc., ou le nombre d'étudiants qui vont suivre, c'est différent. Si on a une justification qui est valable, il faut qu'on puisse le prendre en compte et il faut qu'on puisse faire évoluer les référentiels. Donc voilà, c'est toujours un peu limite. Et en fait, souvent, c'est les écoles qui nous demandent des normes. On vous dit qu'il faut voilà, le nombre doit être raisonnable, ou enfin c'est pas un mot qu'on emploie, mais c'est combien? On leur dit, bah, c'est combien? Ça dépend de la situation, c'est aussi à vous de voir, quoi. Donc il y a des choses. Donc on a des chiffres en général, on dit c'est bien si c'est plus de 20% de ceci, si c'est moins de 30% de cela, mais c'est pas strict, c'est pas voilà. Il faut qu'il y ait de la possibilité d'innovation, mais quand il y a d'innovation, il faut que ce soit justifié. C'est ça qui est important. Voilà, j'ai sauté. Il manque une planche. Ah ben j'ai dû supprimer une planche dans mon quand je suis passé de PDF en PPT. C'est pas grave, je vais dire ce qu'il y a dans cette planche. C'est un point, c'est ma planche principale, donc dommage. Non, c'est juste que dans l'évaluation, c'est une planche qui me permet de rappeler qu'il y a quand même 3 objectifs quand on fait ce genre de choses, ce genre d'évaluation, ce genre d'audit. Il y a une première évaluation, il y a un premier point qui est important, qu'il faut toujours avoir en tête, c'est l'apprenant, l'étudiant. On va évaluer les choses, non pas parce qu'on a décidé que la règle, ça devait être, je parle des 30%, des 20%, etc. Mais la règle, c'est que
l'école fait des choses qui ne mettent pas les étudiants dans des situations compromettantes, embêtantes, ennuyeuses. Par exemple, faut que le cursus il soit adapté ou la forme soit adaptée au vivier de recrutement. C'est pas la peine de faire une nouvelle formation si on n'a pas de vivier de recrutement ou s'il y a une école à côté qui fait déjà la même chose. Et qu'on va piquer des élèves, on va prendre des élèves dans une école qui existe déjà, qui a déjà travaillé, enfin voilà, il y a des choses comme ça, toujours pour l'élève. Derrière, il y a bien sûr l'évolution professionnelle. Est-ce qu'on forme des étudiants dans le cadre d'une formation qui aboutit à quelque chose, à de l'employabilité, etc. Est-ce que l'acquisition des compétences, elle est cohérente voilà, toujours penser étudiant. Ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième point qui n'est pas négligeable, c'est de garder le sens du mot ingénieur. Donc on est dans le domaine de l'ingénierie. Il faut garder le sens, c'est-à-dire on pourrait aussi faire évoluer les choses, avoir des innovations, et puis se retrouver. Bon, nous, on forme des ingénieurs, on les vend entre guillemets à l'industrie, c'est-à-dire qu'un industriel, une entreprise qui embauche un ingénieur, il doit savoir qui est-ce qu'il embauche. Voilà, donc l'ingénieur va évoluer au fil des années, mais ça a un sens. Et puis le troisième point, c'est l'amélioration continue. Faire que les écoles soient dans un processus d'amélioration continue, c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que les audits, ce soit aussi des partages de bonnes pratiques. Voilà. On a vu ce qui se passait ailleurs, ces bonnes pratiques vont tourner entre les écoles et c'est un moyen de le faire. Voilà. Donc je voulais juste revenir sur le référentiel. Voilà le référentiel de la CTI sous forme de carte mentale. Hein. C'est une nouveauté, vous êtes les premiers à la voir sous cette forme-là. Alors elle existait, mais elle était dessinée par moi-même, excusez-moi. Mais je pense que la CTI a trouvé que mon art de dessin n'était pas tout à fait assez professionnel, donc on a professionnalisé. Elle n'est pas tout à fait au point, on doit encore l'améliorer, mais elle est bien. Voilà. On a un certain nombre de chapitres. Je ne reviens pas dessus, hein, vous allez sur le site de la CTI, REO, et vous allez trouver ces différents chapitres et une découpe. Et moi je trouve que quand on voit un référentiel comme ça, c'est quand même beaucoup plus parlant qu'une liste A, B, A1, A1.2, A1.3, etc. On a quelque chose qui parle, quoi, et on voit mieux un petit peu. Les petits pictogrammes, il nous fait des pictogrammes un peu trop petits, donc on ne les voit pas, il va falloir l'écran tiers un peu, c'est important d'illustrer. Voilà, je me concentre sur un quartier, le troisième, qui est la formation d'ingénieurs, bien sûr. Hein. Donc c'est le quartier qui est peut-être le point clé. Enfin, c'est pas le point clé, parce que la démarche qualité de l'école, etc., sont des points clés. La structuration de l'école, tout ça, c'est ce qui fait qu'on peut faire une formation correcte. Donc ça, on va le regarder. Et bien sûr, par rapport au séminaire de ces jours-ci, on est plutôt dans la formation d'ingénieurs. Donc nous, on a des choses un peu bizarres en France, les ingénieurs de spécialisation, la formation continue, la VAE. On va regarder plutôt la formation initiale. Je ne rentre pas dans tous les détails, simplement pour faire référence à ce qu'on a fait hier. Les couleurs ne se voient pas très bien. Bien entendu, hein, tout ça, ça demande à l'école d'avoir pensé les choses en termes de référentiel d'activité. J'en ai parlé hier, référentiel de compétences. J'ai mis référentiel de compétences au pluriel parce qu'encore une fois, j'avais parlé de compétences formatives, de compétences certificatives. Les référentiels peuvent être un petit peu différents. Bien sûr, quand on a les référentiels, on va délivrer un syllabus avec une maquette pédagogique. Hein. On n'accepte plus maintenant des dossiers si on n'a pas un syllabus complètement rempli. On n'accepte pas un dossier si on a le syllabus pour la première année et qu'on nous dit on va travailler la première année, puis on a un an, puisque les élèves commencent, on a un an pour modifier la deuxième année. Bon, non. Il faut que l'esprit de la formation elle soit conçu sur les 3 ans. Alors il peut y avoir des choses pas totalement terminées sur deuxième, troisième année, quand on fait une évolution de processus. Mais voilà, le syllabus, bien sûr cette fameuse fiche RNCP, et puis les points qui sont que vous retrouvez, hein, dont j'ai parlé, hein, la cohérence entre le programme et les compétences.
les méthodes pédagogiques qui sont la clé un peu de la transmission des compétences, l'équipe pédagogique, et puis un point qui est important que j'ai rajouté, hein, c'est encore une fois, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que quand on parle d'approche compétence et qu'on demande dans un audit aux étudiants qu'est-ce que vous pensez de l'approche compétence et qu'ils nous regardent en nous disant c'est quoi l'approche compétence, on se dit qu'il y a encore un problème sur l'approche compétence, elle n'est pas encore au point. Voilà, dans l'école. Donc on a ces petites choses hein, qui font que on va étudier hein, à travers ces différentes références. Donc comme j'ai dit, la démarche qualité de l'école, je ne rentre pas dans les détails, hein, j'ai essayé de transparent parce qu'il y avait beaucoup d'informations. La démarche qualité de l'école, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte et de plus en plus. Est-ce que l'école est rentrée dans une démarche qualité? Alors on ne demande pas que les écoles soient ISO, forcément. Certaines le sont. En général, souvent, quand elles le sont, il y a une bonne démarche qualité. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on a des gens qui sont accrédités ISO et puis qui font des trucs trop structurés, mais qui n'en prennent pas. On n'est pas dans une démarche d'amélioration continue. Toujours, nous, ce qu'on cherche, c'est l'amélioration continue. Voilà. Alors, j'ai quelques conseils. Enfin, c'est des conseils, c'est plus que des conseils. Hein, c'est ce qu'on demande à nos experts. En amont, pendant et après. Bien sûr, en amont, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un audit? On réunit l'équipe, on se conserve, on va recueillir des éléments qui suscitent des questions, c'est-à-dire qu'on va en amont savoir à peu près où sont les points forts et les points faibles, et quelquefois on va dire à l'école, bon, tel sujet, dans le dossier, on a tous les éléments, ne perdons pas de temps sur ce sujet-là. Par contre, là, on a un point dur, on ne comprend pas. Soit on ne comprend pas, et c'est parce que c'est mal expliqué, soit il y a une faiblesse, et il faut qu'on y travaille, et donc on va regarder principalement ça pendant l'audit. Donc pendant l'audit, hein, on n'est pas rigide, on n'est pas strict, on essaye de faire ça en mettant les gens le plus à l'aise possible. Et on a quelquefois des panels, hein, on peut avoir des panels étudiants, on a les panels des gens, des personnels support, soutien, etc. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Donc voilà, il y a un vrai travail de mise à l'aise. On préfère les questions ouvertes parce que les questions fermées ont tendance à induire des réponses. Est-ce que vous êtes rouge ou vert? Quand on sait que sur le référentiel il y a marqué vert, l'école va répondre vert. Mais c'est pas une démonstration ça, donc on va demander comment vous pensez telle chose et puis on va essayer de déduire. C'est pas toujours facile, hein. Quelquefois on a besoin de questions fermées. On évite de porter des jugements de façon ouverte, c'est-à-dire que les jugements, on les garde pour la fin. D'abord, on n'a pas tous forcément la même vue. On ne se contredit pas au sein de l'équipe d'audit, ça c'est important. Et on n'engage pas la CTI parce que l'équipe d'audit ne fait que rapporter à l'assemblée plénière de la CTI, c'est l'assemblée plénière qui prend une décision. Donc derrière, on peut très bien avoir une impression pour postuler, présenter des choses et l'assemblée plénière va mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal ou quelque chose qui nous a paru, on s'est trouvé convaincu par le dialogue, mais en fait on n'était vraiment pas dans les clous. Voilà, et c'est l'assemblée plénière qui va fixer les choses. En plus, il y a un savoir partagé. Et puis après, bien sûr, du coup, s'il y a une décision qui est prise, on est solidaire. Il n'est pas question de dire oui, alors l'Assemblée a dit que, moi je pensais plutôt que, parce que j'étais bon, non, voilà, des choses comme ça, ça paraît évident, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça dans le vécu, hein. Ce que je dis c'est vraiment du vécu. Et pour le rapport, on a des choses, on a en fait, bien sûr, un modèle unique, c'est-à-dire que le modèle, on va l'utiliser, on a le même modèle, c'est-à-dire que la carte que je vous ai montrée, c'est la même qui va servir au RAE, au rapport d'auto-évaluation, c'est la même qui va servir au rapport pour simplifier la vie. On peut avoir des cas un peu plus difficiles, mais c'est tout. On va s'adapter au périmètre de l'audit, tous les audits ne sont pas identiques, et on fait une seule rédaction, bien sûr, pour tous les membres participent à la rédaction, avec deux objectifs. On a un objectif descriptif, c'est-à-dire que l'audit, le rapport, il va être publié à la fin. Donc on doit décrire un petit peu ce qu'on a vu, comment est l'école, quelles sont les façons de
toujours de préférence en mettant en valeur ce qu'on voit. Hein. Et puis il y a un côté évaluatif, il ne faut pas oublier qu'on est quand même là pour accréditer, donc s'il y a des points faibles, ben, il y a un moment, il faut les écrire. Hein. On n'est pas, voilà, donc on pointe les non-conformités, on met en valeur surtout les points, les bonnes pratiques. Voilà. Merci de votre attention.